J'ai pas confiance en ce vaccin. Je ne sais pas du tout quels sont les risques et tout ça, et on n'est pas assez au courant encore, on n'est pas assez informé. C'est un nouveau vaccin, donc les effets secondaires, on les connaît pas. Préparation trop rapide, effets secondaires dramatiques, jamais vaccin n'avait eu aussi mauvaise presse. Résultat, 8% de vaccinés quand la France en attendait 75. Comment le pays de Pasteur en est-il arrivé là? Pour le savoir, il faut remonter les méandres d'une histoire chaotique. Le Sénat de Lübeck avait décidé d'appliquer le BCG pour la prévention de la tuberculose et avait reçu des souches de BCG de Calmette de l'Institut Pasteur de Paris. Or, dans les premiers mois qui ont suivi le démarrage de la vaccination, plus d'une centaine d'enfants sont morts d'infections tuberculeuses. L'affaire fait scandale. Le procès de Lübeck durera 2 ans sans que jamais l'origine de l'accident soit identifiée. Dans la population, c'est la première étincelle d'une méfiance qui ne s'éteindra plus. Le BCG n'a jamais plus été utilisé de façon obligatoire en Allemagne et il n'a jamais été non plus aux États-Unis et dans certains autres pays du monde. Donc ça a été un coût extrêmement important au BCG. Le scandale éclabousse au passage tous les autres vaccins. Le doute est né et il faudra un succès retentissant pour l'atténuer, l'éradication de la variole dans les années 70. C'est un modèle qui, malheureusement, est resté jusqu'à nos jours un peu unique. Une maladie qui est éradiquée par la seule vaccination. Et ce modèle a été extrêmement important dans l'histoire de la santé publique. On espérait reproduire sur d'autres maladies à l'aide de la vaccination ce qu'on avait fait pour la variole. L'État tient alors un argument de poids pour faire du vaccin le tout premier geste de santé. Pour les mères de famille, ça devient une évidence, un automatisme que très peu, désormais, remettent en question. Très peu, du moins jusqu'au milieu des années 90. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection, le vaccin. En 94, le spot passe en boucle. L'hépatite B fait peur. Elle provoque des cirrhoses du foie, des cancers et se transmet par le sang et les voies sexuelles. Alors, on vaccine à tour de bras dans les collèges et les lycées. 20 millions de personnes en 3 ans. Jusqu'à cet arrêt brutal en 1998. Un recul du ministère après d'inquiétants signalements. Des scléroses en plaques survenues juste après le vaccin. On y va? Oui? Bon, allez. Sandrine est tombée malade à cette époque. Elle avait 18 ans. Depuis, la sclérose en plaques gagne du terrain chaque jour. Aujourd'hui, elle ne peut ni parler, ni marcher. Elle ne peut rien faire toute seule. Les symptômes sont apparus relativement vite, dès février 1994, donc un mois grosso modo après la vaccination. Elle était en pleine santé, était heureuse de vivre, etc. Et du jour au lendemain, elle se retrouve je veux dire, bon, dans un fauteuil roulant. Donc on se dit, on l'a fait vacciner pour la protéger en fait. Hein, c'est ça l'objectif, c'est-à-dire la protéger contre une maladie qui pourrait être effectivement extrêmement grave. Et résultat, elle est plus malade encore qu'elle n'aurait été. Voilà. Donc ça, moi, ça me fait hurler de rage, quoi, ça c'est clair. Le lien entre la maladie de Sandrine et le vaccin avait été suggéré à l'époque par le neurologue qui l'a diagnostiqué. Mais rien d'officiel n'avait été écrit. Depuis, l'état de Sandrine nécessite une présence de chaque instant. C'est une vie qui est fichue en l'air. C'est ça qu'il faut que les gens voient. C'est que ma fille avait 18 ans à l'époque, et ça fait 19 ans qu'elle est comme ça maintenant. Voilà, donc une seringue toutes les 10 minutes pour qu'elle ait bien le temps de digérer chaque seringue. Parce qu'elle ne peut plus manger? Non, plus du tout. Il me paraît tout à fait logique de demander des compensations, non pas strictement financières. Je veux dire, c'est pas ça qui lui rendra effectivement la santé, c'est clair, mais au moins aménager. Moi, ce que je veux, c'est pour ma fille aménager au moins
son existence à partir du moment où nous ne serons plus en mesure de nous en occuper. Comme des centaines d'autres familles dans le même cas, les parents de Sandrine ont alors saisi la justice, sans succès. Les experts ont dit que, compte tenu de la chronologie des événements, il pouvait y avoir un lien, effectivement, avec le vaccin hépatite B. Mais ils ne pouvaient pas prouver de lien vraiment établi entre la vaccination et la pathologie. Mais le tribunal, lui, a retenu effectivement cette absence de démonstration de lien de causalité, etc. Donc nous avons été déboutés purement et simplement. Depuis 1998, 2600 familles ont signalé des effets secondaires graves suite à ce vaccin. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Pour certains médecins, le doute subsiste. Le docteur Lewezek s'est plongé dans les chiffres de l'assurance maladie. Nombre de vaccins vendus, cas de sclérose en plaques, il en a fait des courbes. Si on compare les deux courbes, sclérose en plaques et vente de vaccins, on s'aperçoit que 1994, 1995, 1996, ce sont les 3 années où il y a eu le plus de vaccins vendus en France. Et comme par hasard, c'est juste à ce moment-là qu'on a une augmentation du nombre de scléroses en plaques nouvelles et du nombre de maladies neurodégénératives graves. Comment expliquer les cas qui se sont déclarés juste après une vaccination? Certains chercheurs ont une piste. Hôpital Henri Mondor à Créteil. C'est ici qu'après son vaccin contre l'hépatite B, Caroline est venue chercher des réponses à ces questions. Elle est accompagnée par sa mère, parce qu'elle ne peut plus conduire. Bonjour. Bonjour. Elle souffre d'une maladie mal définie, que certains appellent myofascite à macrophages. Les symptômes sont devenus plus aigus avec les années. Donc les douleurs, elles sont situées où, principalement? Alors dans le dos, oui. Lombaire et puis cervicale. Hein. Oui. La main droite. Oui. Quand vous dites la main, c'est des douleurs des articulations? Alors, ou c'est global? C'est une impression qu'on m'écrase les os. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes Oui, les troubles cognitifs, énormes. Oui, c'est-à-dire je ne conduis plus, puisque je me perds. Je dois emprunter un chemin que je prends tous les jours et puis tout d'un coup, je ne sais plus du tout où je vais aller. Donc, je me suis retrouvée à appeler mon mari parce que je ne savais plus la destination. Sur des trajets parfaitement connus, sans difficulté. Tout à fait, oui. Ok, donc on va... Depuis les années 90, le professeur Autier a vu défiler de nombreux patients souffrant des mêmes symptômes, très proches d'une sclérose en plaques, sans que le diagnostic concorde. Bien. Quand j'appuie, ça vous fait mal? Oui. D'accord. Quand j'appuie sur là, partout. Ok, ici. Personne ne savait ce que j'avais. J'avais des examens qui n'étaient pas bons, mais rien ne convergeait vers un diagnostic sensé. Donc c'était le brouillard autour de ce que j'avais. Donc c'était visuel, on voyait que j'allais pas. Il y a des fois où je pouvais pas me lever, donc mais personne ne trouvait ce qui se passait. Voilà. À l'époque, le professeur Autier se lance alors dans une procédure de recherche. On voit des patients, on leur fait des biopsies parce qu'ils ont des symptômes qui nous paraissent justifier une biopsie musculaire. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le pensons, les gens nous sont envoyés par des cliniciens, des collègues. On fait des biopsies et on tombe sur une lésion qu'on ne comprend pas. La biopsie consiste à prélever un petit morceau de muscle au niveau du bras pour en observer ensuite les cellules au microscope. Et voilà ce que les chercheurs ont observé. La présence anormale de petits cristaux noirs de l'hydroxyde d'aluminium. Des particules qui servent d'adjuvant pour de nombreux vaccins, dont celui contre l'hépatite B. On a réinterrogé tous les patients, on allait voir, on leur a demandé de ressortir leur carnet de vaccination, on a fait une enquête policière en quelque sorte, et on a vu que tous les patients, sans exception, avaient reçu un vaccin contenant de l'hydroxyde d'aluminium dans les 10 ans qui précédaient la biopsie. L'aluminium est donc encore présent dans le muscle plusieurs années après un vaccin. Mais reste-t-il au niveau du muscle?
Pour le savoir, les chercheurs ont injecté de l'hydroxyde d'aluminium fluorescent à des souris afin d'en suivre le cheminement. On a injecté le muscle tibial de la souris et après on s'est intéressé à ce qui se passait dans les ganglions lymphatiques, dans la rate, le foie, le sang et le cerveau. J4 après l'injection, donc au 4e jour, le ganglion, comme vous le voyez ici, se remplit de particules fluorescentes. Et ensuite, ces cellules vont sortir du ganglion et aller dans la circulation générale. Et elles gagnent différents tissus, et notamment le cerveau. On peut observer des images comme celle-ci de certains neurones, c'est une image rare bien entendu, ayant accumulé un nombre assez important et assez impressionnant de particules. Le neurone, comme n'importe quelle cellule qui incorpore une particule, déclenche un programme inflammatoire, mais il est connu que des réactions inflammatoires de cette nature-là sont la cause directe des pathologies inflammatoires comme la sclérose en plaques ou des maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique par exemple. Cet aluminium dans le cerveau pourrait-il alors expliquer les symptômes de Caroline? Étendez-vous bien. Le professeur Autier, lui, n'hésite pas à faire le lien. Vous avez des patients qui développent des troubles cognitifs qu'on est incapable d'expliquer. Et on voit que chez Animal, quand on injecte de l'hydroxyde d'aluminium, il y a la pénétration d'aluminium dans le cerveau, aluminium qui est un neurotoxique, même si ce n'est pas une démonstration formelle, c'est quand même un fort argument, une forte présomption. Donc comment expliquer qu'on vaccine énormément de personnes en France, notamment pour l'hépatite B avec la campagne de vaccination qu'il y a eu entre 1994 et 1996, et que finalement, à l'arrivée, il y a eu un nombre certainement encore sous-estimé, mais relativement limité, de patients qui développent des troubles. Donc tout ça, ça nous a conduit à émettre l'hypothèse très tôt d'une prédisposition génétique. Ce serait donc à la fois cette prédisposition génétique, combinée à l'aluminium, utilisé comme adjuvant, qui pourrait expliquer les cas comme Caroline, voire les scléroses en plaques survenues après un vaccin. L'hypothèse, longtemps dénigrée par les autorités de santé, commence à être prise au sérieux. L'AFSAPS a été très intéressé par les projets d'études expérimentales, donc ça va être sur un modèle animal, pour essayer de valider cette hypothèse selon laquelle du site d'administration du vaccin, l'aluminium pourrait migrer ensuite au niveau du système nerveux central. Si ces pistes peuvent derrière nous aider à identifier des causes mécanistiques, cette fois-ci, de facteurs de risque, eh bien, peut-être que pour certains sujets, ça nous aiderait à rédiger des recommandations de non-vaccination ou de précaution au moment de la vaccination, etc. Exclure les sujets à risque, impossible tant qu'on ne sait pas les identifier. Alors en attendant, pourquoi ne pas remplacer l'aluminium dans les vaccins? On connaît très bien l'hydroxyde d'aluminium et tous les vaccins quasiment actuellement qui sont disponibles ont été développés avec de l'hydroxyde d'aluminium et on sait qu'ils sont efficaces et bien tolérés. Et donc les enjeux de changer d'adjuvant sont importants parce qu'on pourrait faire des vaccins peut-être moins efficaces ou moins bien tolérés. Abandonner l'aluminium, l'enjeu est scientifique, mais aussi économique, car c'est l'un des adjuvants les moins chers. Je pense que là, il faut donc renouveler un contrat de confiance, ne pas cacher au public que ces nouveaux vaccins sont des vaccins expérimentaux et que quelque part, on ne peut pas se passer d'un saut, qui est le saut dans la population, pour appliquer à un grand nombre d'individus un vaccin qui, par définition, n'est pas nécessairement adapté à la constitution de chacun. C'est là un enjeu d'aujourd'hui.